Alors, la dite communauté internationale ne proteste pas énergiquement contre cela, pour plusieurs raisons. Bon, déjà, de la part des États-Unis, la Turquie est un pays allié, c'est la deuxième armée de l'OTAN, c'est un partenaire, comme on dit, un partenaire économique qui est incomparablement plus intéressant et plus alléchant pour les États-Unis que le Rojava. Bon, le Rojava, il y a bien quelques puits de pétrole, mais enfin, en termes de débouchés pour l'économie américaine, ça n'est rien de comparable avec la Turquie. Il y a la question de la politique migratoire, c'est-à-dire que la Turquie, l'Union européenne, actuellement ne souhaite pas, enfin la politique migratoire que l'on sait, et a passé un accord avec la Turquie pour que la Turquie garde sur son territoire voilà, les réfugiés qui arrivent de Syrie. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'Erdogan a souvent instrumentalisé en menaçant, voilà, quand l'Union européenne levait un petit peu la voix contre la situation des droits de l'homme en Turquie, voilà, menacer un petit peu de relâcher voilà, dire attention, si vous ne venez pas à carreau, je vais ouvrir les portes et puis on va déverser les immigrés chez vous, dans vos pays. Donc c'est une deuxième raison. Et puis il y a aussi quand même le fait que les États européens ou les pays occidentaux, la dite communauté internationale, est contrainte actuellement de travailler, de reconnaître le fait que le nord de la Syrie est contrôlé par les YPG, donc de travailler quelque part avec eux, comme ça a été le cas avec Daesh, mais il n'y a jamais eu de sympathie des États-Unis politiquement pour le projet politique des YPG, il ne peut pas y en avoir. Enfin, vous voyez le programme économique des YPG, le programme social, le programme politique, c'est incompatible avec la politique américaine au Moyen-Orient, c'est incompatible avec les pays de ces États-là. Donc ces États-là ont été contraints dans le cadre de la guerre civile syrienne de travailler avec les YPG parce qu'ils n'avaient pas d'autres partenaires, mais ils l'ont fait en se bouchant le nez. Si l'armée turque peut mettre en place localement une autre force politique que les YPG, c'est quelque chose qui enchantera les États-Unis et qui enchantera les États européens. Les États-Unis, les pays occidentaux sont contraints de travailler avec les YPG, puisque c'est un état de fait. Les YPG contrôlent le nord de la Syrie, enfin les forces de la Syrie démocratique. Mais si politiquement, il peut pas y avoir il n'y a jamais eu aucune sympathie de la part des États-Unis. Les projets politiques des YPG et les appétits économiques des États-Unis sont deux choses incompatibles dans la région. Donc la coopération qui a pu avoir lieu contre Daesh, entre les États-Unis, entre la coalition et les YPG, c'est quelque chose de purement contraint des deux forcés, c'était circonstanciel. Les YPG, il y avait un intérêt, les États-Unis, il y avait un intérêt, c'est quelque chose qui s'est fait, voilà, les deux partenaires se sont bouchés le nez, savaient que ça n'aurait qu'un temps, et voilà. Donc c'est quelque chose aussi qui peut expliquer le silence des États européens, c'est qu'il n'y a jamais eu absolument de sympathie pour le projet politique des YPG, pour aucune forme de démocratie dans la région, puisque les intérêts tous les impérialismes dans la région ne peuvent pas s'exprimer à travers des structures démocratiques, parce qu'on a des sentiments qui sont assez farouchement anti-impérialistes dans la région, que ce soit en Irak, en Syrie ou autre. Donc ce qui explique d'ailleurs le fait que les impérialistes un peu de tous bords, voilà, vont soutenir des structures politiques complètement dictatoriales verrouillées. La Russie va soutenir Assad, les États-Unis soutenaient autrefois l'armée syrienne libre avant qu'elle ne soit plus un partenaire, disons, valable, une perspective politique intéressante sur place. Enfin, voilà, Turquie avait soutenu Al-Nosra ou Daesh, mais disons les YPG, il n'y a jamais eu vraiment de soutien un peu conséquent. Donc voilà. Une des raisons qui peut expliquer leur silence, c'est le fait que voilà, ils ne seront pas mécontents de voir, de voir un autre propriétaire, voilà, le Rojava donner un autre propriétaire. Oui, donc c'est vrai qu'il y a eu pour le moment une mobilisation assez forte en Europe pour défendre, enfin voilà, pour élever la voix quand même contre ce qui se passe à Afrin, parce que bon, tu l'as mentionné, il n'y a pas que il peut y avoir des gens qui sont un peu racistes, etc., mais il y a tout simplement le fait que même quand on n'est pas militant de gauche, même quand on n'est pas particulièrement politisé, quand on voit les exactions qui sont commises par les supplétifs locaux de l'armée turque, on peut pas ne pas réagir, quoi. Enfin, c'est quelque chose d'atroce qui est en train de se passer. Actuellement, je pense qu'il y a trois choses qui peuvent, il y a trois facteurs essentiels qui peuvent sauver Afrin. Bon, première chose, c'est la mobilisation populaire armée et le combat sur place, le soutien massif de la population YPG, le fait qu'on ait une population qui soit vraiment derrière son armée, on a une mobilisation populaire qui soit là et que ça va être très difficile à la Turquie. On peut défaire une armée, mais on ne peut pas défaire un peuple quand il est derrière son armée, quand le peuple est en armes. Éventuellement, pour les YPG, il peut aussi y avoir des formes d'alliances militaires, tactiques, conjoncturelles, avec certaines forces militaires de la région.
c'est quelque chose aussi c'est quelque chose déjà qui a un prix politiquement, c'est quelque chose, pas nécessairement la perspective la plus intéressante, mais disons qui peut-être peut sauver Afrin sur le court terme. Et je pense un troisième facteur qu'il ne faut pas négliger, c'est la solidarité internationaliste. Non pas la solidarité, pas forcément, moi j'attends pas grand-chose des États européens ou des États-Unis, parce que je pense qu'ils ont de bonnes raisons de ne pas agir. Mais par contre, je pense qu'on peut attendre beaucoup de la mobilisation internationale, de la mobilisation des organisations de gauche, et voilà, si la Turquie voit ses intérêts menacés, ses intérêts économiques, c'est quelque chose, je pense, si l'opération d'Afrin est quelque chose qui va lui coûter trop cher, probablement, à un moment donné, elle stoppera son opération. Et actuellement, je pense que voilà, il y a quelque chose de bien qui se met en place, mobilisation internationaliste, plutôt de gauche, mais effectivement, la mobilisation, je pense, dans les pays d'Europe devrait se faire, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui soit anti-turc. C'est quelque chose aussi qu'on a pas mal entendu, c'est-à-dire le Turc, voilà, c'est le Turc est autoritaire, le Turc est, en fait, c'est un Ottoman parce qu'il a ça dans le sang, donc c'est l'esprit de conquête, etc. Bon, c'est quelque chose d'un peu spécieux parce qu'on a sur place, on a pas mal de volontaires aussi turcs de gauche engagés à Afrin, on en a plusieurs. Il y a eu un camarade du MLKP qui est tombé, il y a eu un camarade du BOK qui est tombé, un camarade du MLSPB qui est tombé, qui sont des organisations de gauche communistes turques engagées sur place, qui combattent l'armée turque, qui combattent le régime d'Erdogan, mais qui ne sont pas... Combat Afrin n'est pas un combat anti-turc, c'est un combat contre le régime d'Erdogan. Voilà. Donc, dans ce cas-là, je pense que la solidarité internationaliste doit se faire de concert avec les organisations de gauche turques qui sont très présentes en Europe. Je pense que c'est quelque chose qui est important pour éviter toutes les dérives un petit peu racistes ou voilà, un petit peu qui sentent pas forcément très bon, la chose un petit peu anti-turque en tant que telle. Et une mobilisation effectivement qui doit s'amplifier. Et peut-être dans certains cas qui doit soit un peu personnel, mais qui doit un peu se radicaliser, parce que je ne pense pas que des manifestations... On sait que le régime d'Erdogan... Je ne pense pas qu'on puisse faire plier le régime d'Erdogan par des manifestations pacifiques. Le régime d'Erdogan se retirera d'Afrin s'il y est contraint par la force. Aujourd'hui, à Afrin, c'est vrai que la situation... On espère toujours qu'il y ait une vague de solidarité internationaliste, qu'il ne soit pas juste une solidarité verbale, que ce ne soit pas juste des formules incantatoires. Vous savez, c'est la fameuse, beaucoup d'organisations de gauche dernièrement qui ont dit, qui ont appelé à la solidarité, mais sans jamais spécifier ce qu'était concrètement une action de solidarité, comment on pouvait aider Afrin. Donc c'est vrai qu'on attend toujours, j'espère toujours, une vague de volontaires internationalistes qui viendraient sur place prendre les armes et défendre Afrin les armes à la main. Malheureusement, je pense que c'est quelque chose qui ne se produira pas. Je pense qu'on aura toujours des volontaires qui continueront à venir, mais dans des proportions moindres. Mais après, on peut continuer à en discuter, mais la question justement je pense que c'est quelque chose qui est assez inquiétant pour notre avenir et qui en dit très long sur l'état aujourd'hui de la gauche en Europe et dans les autres pays. C'est-à-dire que quand la guerre d'Espagne a éclaté, combien de milliers de combattants sont venus sur place? Pas forcément des gens qui sont restés très longtemps, mais au moins qui sont venus sur place, qui sont venus aider un petit peu concrètement, peut-être qui sont restés à l'arrière, faire un travail de logistique ou autre. Combien de combattants on a qui sont venus sur place au Rojava? On en a eu. C'est pas quelque chose qui a été inexistant, il y en a eu, mais les proportions n'étaient pas du tout comparables. Et oui, ça en dit très long sur aujourd'hui la préparation, disons, de la gauche à être autre chose que des commentateurs et à prendre un petit peu leurs responsabilités. Dans le contexte européen, c'est vrai qu'en tant que militant de gauche radicale, de gauche révolutionnaire, on a très peu, du fait de notre faiblesse numérique, on a peu l'opportunité d'être des acteurs. Souvent, réduit un peu au rôle de commentateur, spectateur. Pour une fois qu'on a eu cette opportunité d'entrer, de jouer un rôle dans un conflit, dans une révolution, c'est une chance que les révolutionnaires n'ont pas su saisir. Et c'est inquiétant pour la suite, en Europe. Beaucoup de volontaires qui sont venus sur place se sont fait traiter d'aventuristes, de tiers-mondistes ou je ne sais quoi. Bon, je pense l'orientalisme, la mentalité européocentriste de beaucoup de militants de gauche, c'est quelque chose qui... c'est très profondément enraciné, c'est quelque chose qui prendra du temps à déraciner. Culturellement,
Alors la lutte pour les droits politiques, mais enfin la lutte pour la reconnaissance de la culture kurde, c'est quelque chose moi qui m'intéresse énormément, puisque la question nationale, c'est quelque chose qui a toujours été au centre des préoccupations, au centre de la réflexion de beaucoup de révolutionnaires. Pas quelque chose de nouveau. Il y a eu les austro-marxistes qui avaient élaboré des théories voilà, très sophistiquées sur la question. On a eu plus récemment dans les écrits d'Abdullah Öcalan sur la question. Mais c'est... Oui, le Rojava est un exemple, enfin, offre des perspectives, en tout cas un sujet de réflexion, voilà, quelque chose on peut pas faire l'effort de se pencher dessus, on ne peut pas juste contourner ça, faire comme si ça n'existait pas. Après, c'est vrai aussi que de notre point de vue, en tant que, enfin, venant de France, c'est quelque chose aussi qui nous touche, et en particulier, là, faire aussi un lien avec le camarade breton qui est venu, Kendall, qui est tombé il y a quelque temps, puisque le modèle le modèle dont s'inspire la République de Turquie, qui est le modèle au nom duquel la culture kurde a été autant réprimée en Turquie et dans d'autres pays, c'est le modèle de la Troisième République française, voilà cette espèce de culte de l'État-nation, de un drapeau, une langue, une seule culture, qui est un modèle qui a fonctionné, qui a fonctionné en France dans le sens où le travail a été fait en France, où on a obtenu une espèce de... Enfin, énormément de cultures qui existaient auparavant. Enfin, l'État multinational était complètement éradiqué, on a nié le fait que d'autres cultures pouvaient exister, culture bretonne par exemple, parce que Evald Kendall ne s'est jamais considéré comme français, il se disait breton, sa langue maternelle était sa langue, la langue dans laquelle il se sentait le mieux, s'exprimait le mieux était le breton. C'est quelque chose qui a été complètement nié, et lui par exemple avait pu faire un lien entre si effectivement le Kurdistan, enfin la Bretagne c'est pas le Kurdistan, mais enfin lui avait fait un lien entre les deux, et c'est un lien qui est assez évident. Donc le projet politique comme solution à la question nationale qui est aujourd'hui mise en place dans le Kurdistan syrien, c'est quelque chose aussi qui nous touche, et c'est quelque chose qui peut offrir des perspectives politiques intéressantes en Europe. Hashtag BG. Non, et voilà. Quoi de...